Bonjour à tous, c'est Johan Koval et bienvenue sur le podcast d'Athlètes mondiaux. Pendant à peu près une heure, vous allez apprendre à mieux me connaître, mon passé, mon présent et mon futur sportif avec en ligne de mire Paris 2024. C'est à découvrir maintenant et tout de suite dans le podcast. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Koval, champion d'Europe 2014 du 3000 mètres steeple. D'abord coureur de 1500, Johan a ensuite eu la carrière qu'on lui connaît sur 3000 steeple, avant de passer plus récemment sur marathon. Pour que vous compreniez bien notre conversation, nous avons enregistré l'interview fin décembre 2022. Donc au moment où je publie cet épisode, c'est vrai que certaines choses ont évolué, mais je n'ai pas eu envie de supprimer ces questions parce que les réponses me paraissaient intéressantes. Bonne écoute. Salut Johan, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Je sais que tu connais la communauté depuis longtemps, donc je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. On enregistre pendant ton stage au Kenya. Tu vas toujours au même endroit tous les ans ou tu changes un peu ? Non, ça fait 16 ans que je viens ici au Kenya, c'est mon 16e stage. Je suis arrivé la première fois en 2009 pour des vacances et un peu découvrir le pays. En 2010 pour mon premier stage. Et lors de celui-ci, je parlais que français, je parlais pas anglais. Je suis venu avec mon sac à dos, je suis arrivé à Nairobi, j'avais une connaissance sur place et je ne connaissais pas du tout le Kenya, je savais pas du tout où c'était les centres d'entraînement. Et on m'a orienté vers un hôtel ici, le CarioView, sur lequel je suis encore aujourd'hui, avec un fondateur belge, donc qui parlait français, donc qui m'a bien aidé sur ce premier stage. Donc je suis venu ici, des liens se sont créés. Voilà, il y a une vraie relation et une vraie aventure humaine avec toute cette équipe qu'il y a ici et tout le staff qu'il y a au CarioView. Et du coup, quand je reviens d'année en année, il y a beaucoup de centres qui sont créés aujourd'hui sur lesquels on me fait des propositions ou autres. Mais j'ai tellement d'affinités avec ce centre-là que voilà, je reviens encore au CarioView et c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois que j'aime aussi le faire découvrir à d'autres Français ou étrangers. Ce site qui est assez atypique avec la vue sur la Rift Valley, c'est vraiment un site incroyable qui permet de se reposer dans de bonnes conditions pour enchaîner l'entraînement avec les conditions que le Kenya peut avoir qui sont difficiles. Et du coup, voilà pourquoi je reviens tout le temps ici. Et justement, l'intérêt, c'est quoi ? C'est l'altitude, c'est l'émulation, parce qu'il y a beaucoup de niveaux. C'est quoi l'intérêt d'aller au Kenya ? Il y a 3 points majeurs sur le Kenya qui sont déterminants pour moi, le fait que je revienne régulièrement. Voilà, comme tu le dis, déjà, il y a l'altitude, 2400 mètres d'altitude, c'est quelque chose d'assez incroyable, avec des parcours vallonnés, donc qui rendent les footings de récup, même les footings cool, assez compliqués finalement quand tu les gères pas très bien. Du coup, ces 2 points-là, c'est des points primordiaux qui te font vraiment progresser et ça te fait monter le cardio. Finalement, ton cardio est toujours majoritairement plus haut qu'en Europe, qu'en France, du moins au niveau de la plaine. Des groupes d'entraînement incroyables. Tu pars à n'importe quelle heure, de 6 heures du matin à 10 heures, tu vas croiser du monde pour courir, même après, un peu moins après 10 heures, mais tu vas toujours croiser quelqu'un. Et si tu arrives pendant tes 15 jours, 3 semaines à faire des runs tout seul, c'est que tu n'as vraiment pas de bol. C'est que de manière générale, tu as tout le temps du monde. Voilà, avec une densité incroyable, des athlètes de haut niveau et une humilité. L'humilité des athlètes kenyans, moi, c'est ce qui m'a surtout touché depuis le début que je suis ici. Je sors souvent une anecdote qui est belle pour moi. C'est David Rudisha que je croise sur une piste en terre une après-midi qui s'entraîne tout seul, qui faisait des 300, je me rappelle, avec des prototypes de pointe. Il voulait pas trop qu'on le prenne en photo, mais très très simple, très sympa. Et je rentrais à pied et 2 secondes après, il passe à côté de moi en voiture après sa séance et il me dit vous allez où, vers le CarioView et tout? Et je lui dis oui, c'est ma route. Il me dit moi aussi je vais par là, montez dans ma voiture, je vous dépose. Un athlète de ce rang-là, d'une simplicité, d'une humilité, voilà, très accessible, qui te propose de t'amener en voiture. Je pense qu'on voit pas ça souvent en Europe. Et voilà, encore une fois, c'est pour montrer l'état d'esprit du pays. Ça reste des gens qui ont un niveau, voilà, international, niveau mondial, enfin les meilleurs mondiaux, et avec une simplicité vraiment déconcertante. Enfin, j'ai envie de dire plus qu'accessible. Et ça reste pour moi qui suis énormément dans l'humain, c'est quelque chose qui me marque énormément. Donc voilà, tous ces points réunis font que je suis fan du Kenya. Je reviens chaque année, et depuis cette année, pour la première fois, je l'ai aussi fait découvrir à mes enfants avec des petites actions humanitaires perso. Je communique pas là-dessus parce que c'est pas mon état d'esprit, mais là je me permets d'en parler. Et du coup, j'essaie de les sensibiliser aussi à ce que peut avoir ce pays, cette culture, cette chance qu'ils ont aussi d'avoir une maison en dur avec l'eau courante, l'électricité. Et du coup, voilà, j'essaie de sensibiliser mes enfants à ce pays que j'aime tant. Et du coup, ils sont venus 2 fois déjà. Ils ont encore envie de revenir sur mon prochain stage que je risque de faire en février. Et c'est peut-être une question un peu bête, mais tu dirais que les Européens et les Kenyans courent pour les mêmes raisons ? Non, je le dis souvent, on va pas se mentir. Un Européen, de manière générale, c'est une course par passion.
la majorité des athlètes kenyans, c'est courir pour survivre. Il y en a qui courent par passion ou autre, parce qu'après, quand ils ont certaines médailles olympiques ou des victoires sur des grands marathons, il y a eu une période où on a vu énormément ça, où les sportifs étaient représentés justement sur un marathon, une médaille olympique, et on les voyait plus après. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand même, parce qu'il y a des marques et des sponsors qui sont arrivés dans le pays et du coup qui accompagnent ces athlètes-là, et ils restent sur du plus long terme. Mais c'est vrai qu'à un moment, on voyait un roulement de sportifs qui restaient à 1, 2, 3 ans au haut niveau, et puis après, ça a changé. Maintenant, il y a quand même des noms qui sont là de plus en plus longtemps. Mais de manière générale, je parle sur la densité. C'est des gens qui courent pour survivre. J'ai eu l'occasion de faire venir plusieurs fois des Kenyans en France, les faire participer à des petites courses où il y avait une cinquantaine d'euros à gagner, leur dire qu'ils avaient largement le niveau pour gagner en faisant ça sur un footing actif et pas sur une séance. Et dès le coup de pétard donné, ils sont partis à fond sur des allures folles parce que pour eux, 50, 60 euros, c'était juste énorme. Donc, ça montre un peu l'état d'esprit. Et du coup, courir pour survivre. Donc, quand on est sur la ligne de départ, on n'a pas forcément la même motivation, on n'a pas forcément les mêmes ambitions et du coup, le même, comment dire, comment dire, le couteau sous la gorge, entre guillemets, parce que toi, tu cours parce que tu as faim, t'aimes ça et que tu as envie de tout casser parce que c'est ta passion. Et lui, il a sa famille à nourrir derrière. Donc, ça, c'est pas la même motivation. Ça peut apporter une force en plus. Et du coup, ça peut aussi apporter une faiblesse en plus qui est aujourd'hui actuellement en ligne de mire sur le Kenya, où ça peut apporter de l'accessibilité plus simple vers le dopage. Enfin, comment dire, je le cautionne pas, mais je peux un peu plus comprendre qu'un athlète kényan en vienne à être attiré par le dopage pour pouvoir subvenir à ses besoins, à sa famille. Parce que voilà, il y a énormément de monde qui court, tout le monde court pour survivre ici, et pour s'être détaché et sortir du lot, c'est très compliqué. Donc encore une fois, je le cautionne pas, mais j'arrive dans un coin de ma tête à le comprendre parce que voilà, ça fait 16 ans que je viens ici, que je connais un peu la mentalité et je sais que dans le fond, c'est pas pour tricher, c'est pas pour battre les autres, mais c'est pour avoir les gains qui feront que voilà, ils vont faire vivre leur famille pendant un an avec une prime de course. Donc c'est toute cette histoire en fait, enfin tout ça qui rend le Kenya un peu atypique et qui rend aussi ces différences qu'on peut avoir avec un Européen. Où voilà, moi aussi si aujourd'hui je fais une contre-perf ou une saison blanche comme j'ai pu le faire en étant blessé en 2021, j'avais mon sponsor qui était présent, j'avais l'armée qui était là et j'ai pu vivre mon année normalement. On a des assurances, on a le chômage, on a les restos du cœur si on est dans le dur. Ici, s'ils n'ont pas de moyens ou le moindre revenu, on va pas les aider pour aller manger. Hein. Ils vont faire bouillir du bois, des écorces de bois dans de l'eau pour que ça fasse une sorte de smecta. Ils vont boire ça et ça va leur plâtrer le ventre pour couper la faim. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on ne communique pas sur le Kenya, mais c'est qu'il y a des choses qui se font ici qui sont assez rudimentaires pour pouvoir voilà, survivre. Donc voilà, il y a deux grandes différences quand même, et du coup, faut pas non plus négliger ça. Et c'est souvent ce que je dis aussi, il faut pas comparer un sport à l'athlétisme. Avec l'athlétisme, tu cours contre des gens qui courent pour survivre, alors que d'autres sports, c'est des jeux, c'est des passions, c'est des choses comme ça. Je critique pas, encore une fois, les autres sports quand je dis ça, mais on peut pas comparer notre sport à un autre, d'autant plus en demi-fond. Ouais. Parce que voilà, tu as besoin de rien pour courir, et ça peut permettre à certains de survivre et de faire vivre leur famille, voire leur village. Enfin, ils font vivre toute la communauté. Et aussi la grande chose qui est aussi, je parle beaucoup, qui est aussi marquante sur le Kenya, c'est que je l'ai noté, la toute première fois que je suis venu au Kenya, je me suis fait un petit roadbook et je notais tous les jours un peu mes sensations, mes footings, un peu ce que je voyais et tout. Et je l'ai dit aussi l'an dernier quand il y a une équipe de tournage qui est venue ici, il y a un petit, sur un de mes tout premiers footings, qui m'a accompagné pendant 3-4 km avec des sandales, une tenue voilà très rudimentaire, et qui s'arrête juste devant une espèce de maison traditionnelle en terre avec le toit de paille. Ils ont le chauffage, c'est du charbon de bois avec un petit truc en métal. Enfin, c'est très très rustique, très très simple. Ça, c'était en 2010. Ce petit s'appelait Kemboy et il s'arrête devant cette maison. Il avait rien. Il avait fait 2-3 bornes avec moi à 12-13 à l'heure. Et là, il s'arrête devant cette maison et il me dit tu veux venir boire le thé chez moi, ça me ferait plaisir et tout. Ce petit qui avait rien du tout et qui m'offre comment dire, cet accompagnement, enfin cette proposition, ça m'avait un peu marqué. Et déjà dès le début, je sais que je l'ai noté dans mon cahier, je l'ai surligné parce que c'était un moment de vie qui m'a marqué sur le Kenya. Montrer voilà l'état d'esprit des gens ici et voilà, ils sont énormément dans le partage et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi je suis vraiment dans l'humain, encore une fois je me répète, et ce pays-là il me ramène beaucoup à l'humain et voilà pourquoi je suis de nombreuses fois ici. Ça se voit que tu aimes ce pays. Quand tu es arrivé cette année, tu as eu des petits problèmes de santé. Je ne sais pas quelle gravité ça avait, mais ça va mieux maintenant? Bah, là, je suis un peu sur une phase de rédemption. Enfin, rédemption, même si ça risque d'être long encore à soigner. En fait, je suis un sportif consciencieux depuis 15 ans.
Je prends quoi? Allez, de la spiruline, de la vitamine C, peut-être un peu d'oméga 3 des fois sur les 3 dernières semaines avant chaque championnat, les mondes, les Jeux Olympiques ou les choses comme ça. Un petit peu de fer quand je fais un stage en altitude, mais je suis vraiment sur des compléments qui sont très clean, très respectés, enfin voilà, qui ont la norme antidopage, etc. Et que ce soit Doliprane, anti-inflammatoire ou tout un tas d'autres trucs, je prends jamais rien depuis 15 ans. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste les médicaments. Il faut vraiment que je sois au fond du trou pour prendre ne serait-ce qu'un petit Doliprane. Et donc, j'ai eu les poumons qui sont un peu inflammés en France. J'ai énormément toussé. Je me suis entraîné dessus parce que, comme tout passionné, comme tout bourrin que je peux être depuis quelques années, j'ai voulu quand même continuer mon entraînement. Seulement, j'ai créé une inflammation que j'ai pas voulu soigner. Finalement, ça a été assez compliqué. À quelques jours de prendre l'avion, je suis allé voir un docteur qui m'a dit mais là, ça peut devenir beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Donc, prenez des médicaments. Donc, il m'a fait 3 jours de médicaments. J'ai envoyé direct à la FLD, direct au docteur de la Fédé. J'étais en panique et tout. Tout le monde m'a dit, mais non, mais t'as le droit. Pourquoi tu te prives de prendre des médicaments? Là, t'as le droit. Il n'y a pas besoin d'AUT. C'est normal. Enfin, donc, du coup, première belle surprise, entre guillemets. Du coup, j'ai pris ces médicaments. Ça s'est très bien passé pendant les 3-4 jours. J'ai pu me réentraîner sans douleur. J'ai pris l'avion pour venir au Kenya. Et arrivé au Kenya, là, avec l'altitude, le voyage et tout, ça a été une catastrophe. Ça m'a relancé les poumons et d'une manière assez conséquente. Donc, je suis allé directement faire une radio ici au Kenya qui m'a détecté une inflammation, mais j'ai envoyé aussi au docteur de la Fédé. Enfin, j'ai fait vraiment tout un suivi. Et du coup, j'ai eu la chance parce que ma femme arrivait quelques jours plus tard et j'ai réussi à avoir une ordonnance qui correspondait comment dire, à ma maladie en fait, à mon inflammation. Et du coup, j'ai eu des antibiotiques. Donc, j'ai eu 5 jours d'antibiotiques qui ont fait que ça a bien nettoyé. J'ai refait une radio par la suite. Ça a bien nettoyé les poumons et j'ai plus rien aux poumons. Seulement, de force de tousser, d'avoir cette inflammation, c'est un peu entre guillemets, fait travailler la cage thoracique, les muscles intercostaux, le cartilage et tout. Et du coup, là encore, aujourd'hui, quand je m'allonge, quand je me relève, quand je cours un petit peu, ça me lance encore un petit peu la cage thoracique. Et ça, il va falloir à peu près un mois avant que ce soit totalement effacé et que j'ai plus aucune douleur. Mais bon, l'avantage, c'est que ce matin, j'étais sur le tapis. J'ai fait 10 bornes à 14 à l'heure. J'ai pu les enquiller tranquillement. J'arrive à travailler sur le vélo, sur l'elliptique. Donc, je travaille en sport porté, je travaille en sport croisé et j'arrive à quand même bien travailler. Donc, on est sur la bonne voie. Ça me fait voir encore une fois autre chose. Je suis persuadé que le vélo et l'elliptique ont une part importante dans la progression, d'autant plus sur le marathon, pour à la fois éviter les chocs et travailler le cardio. Bah, du coup, là, je suis un peu par enfin voilà, par circonstance, je suis obligé d'en faire. Et du coup, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais bon, c'est pas évident quand tu es passionné de course. Tu as un cadre comme ici au Kenya et que tu restes enfermé 2 heures sur ton home trainer, c'est quand même pas la même. Mais bon, ça travaille le psychologique et je suis un acharné de l'entraînement. Donc, s'il faut le faire, je le fais. Et puis voilà. Donc là, je suis sur la fin. J'espère que ça va continuer dans cette belle dynamique. Je recours une fois par jour. Okay. Et petit à petit, je vais recommencer les intensités. Et je pense que le travail et le rythme vont revenir assez facilement parce que j'ai quand même 15 ans d'acquis derrière moi et d'actifs. Le corps n'oublie pas ce que tu as pu faire à l'entraînement. Et en plus de ça, comme je dis, je fais du cardio sur vélo. Donc j'y crois. Pour revenir à ton refus de prendre des médicaments, c'est entre guillemets juste parce que tu as peur de pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans ou c'est aussi parce que tu veux sentir si les douleurs, etc., être mieux à l'écoute de ton corps et que tu te dises que Je si suis tu quelqu'un, prends certains trucs pour cacher la c'est un douleur, peu, tu vas voilà, pas, tu vas pas sentir. c'est un peu tout ça, c'est masquer la douleur, c'est un acquis de conscience, c'est quelque chose qui, voilà, pour moi, quand tu peux être soigné naturellement ou que tu peux laisser ton organisme travailler, je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, dans la croyance un petit peu, un peu, comment dire, externe, j'ai envie de dire. Quand j'étais petit, j'ai eu un kyste derrière le genou et le docteur m'avait prescrit des médocs et m'avait fait une opération, etc. Et ma mère avait suivi un peu le protocole sur le début et ils m'ont fait l'opération et après il a dit bah il pourra jamais courir, votre fils il pourra marcher mais il pourra jamais courir. Enfin, on parlait pas de sport de haut niveau quoi que ce soit, mais en gros je pourrais marcher en boitant mais jamais courir. Et il fallait que je fasse toute une cure de médoc, de je sais pas quoi qu'on n'a pas fait et qu'elle a pas fait et qu'elle m'a toujours expliqué ma mère parce que j'étais tout petit, hein, je me rappelle pas, mais elle m'a expliqué qu'elle a pas fait cette cure et que naturellement je m'étais remis, etc. Pareil, j'avais si je dis pas de bêtises, j'avais au niveau des globules, j'avais eu un déficit, etc. Il fallait faire une injection qu'elle n'a pas faite non plus. Bref, il y a eu 2-3 faits de vie comme ça qui ont fait que j'ai jamais pris de médicaments ou jamais fait les soins nécessaires. Je critique pas la médecine ou quoi que ce soit en disant ça, mais du coup, je me suis un peu auto-éduqué avec cette idée reçue de si le corps peut se soigner par lui-même.
mais ça a ses limites. La preuve en est, c'est que là, à pas vouloir prendre de médoc, je me suis inflammé les poumons et que la douleur, elle est hyper conséquente et que c'est catastrophique. Et j'ai croisé Julien Vanders pas plus tard qu'hier qui m'a dit qu'il avait fait la même. Donc finalement, on est un peu tous pareils, un peu tous un peu foufou de l'entraînement, à s'entraîner sur des douleurs, à se ressentir, à pas vouloir se soigner et finalement à développer des choses beaucoup plus conséquentes et c'est un peu voilà le danger. Donc jusqu'à présent, pendant 15 ans, j'ai rien eu et là, c'est un peu la souffrance, mais bon. Au moins, je sais ce qu'il en est, je sais d'où ça vient, je sais ce qu'il faut faire. C'est rien pour le soigner, ça se soigne naturellement. Mais voilà, prendre le temps de voilà, faire les choses bien pour le futur aussi. Et dès que j'ai la moindre alerte ou autre, après être. Ce qui est marrant, c'est que j'ai tout un staff autour de moi pour les préventions des blessures, pour les soins, etc. Mais pareil, j'ai ça dans le médical, mais j'ai jamais été très poussé dans le fait de communiquer à quelqu'un. Ben, je tousse un peu, qu'est-ce que je prends, etc. Donc c'est voilà, c'est le regret. Mais bon, on va modifier ça pour le futur. Je voulais qu'on parle de ton premier marathon en octobre. Parce que juste après, tu avais dit, oh là Ouais. là, je me projette pas du tout sur le deuxième, là, bon, ça s'est pas bien Ouais. passé. Avec le recul, comment t'analyses ta course et peut-être tu te rends compte que tu as fait certaines erreurs à certains moments ou... En fait, j'ai fait des bonnes erreurs que j'avais un peu prévues parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde, Benjamin Choquer, Yoann Durand, Geoffrey Le Déant, enfin, il y a pas mal de marathoniens aguerris ou qui étaient en cours d'être marathoniens, ou Malati, Lastenay, Carvalho, etc. J'ai parlé avec énormément de monde, Bachir Abdi, enfin, je suis quelqu'un qui essaye de vachement s'inspirer des autres pour progresser moi-même. Je regarde ce que fait Nicolas Navarro, j'échange aussi un petit peu avec lui. Enfin, c'est quelque chose qui, je suis pas la science infuse. J'essaie de prendre après à droite, à gauche et d'adapter à ce qui me correspond pour l'entraînement. Je savais que j'étais dans une phase un peu conséquente d'entraînement. J'ai eu 3 mois de préparation qui ont été juste monstrueux. Je pense que j'ai vraiment eu la préparation sans m'envoyer de rose ou quoi que ce soit d'un coureur en 2,7, 2,8. Seulement, je n'ai jamais fait de marathon et entre valoir et faire, il y a deux mondes, je dis souvent. Et valoir 2,7 à l'entraînement, ça sert à rien. Mais j'ai voulu quand même avoir cette intensité, cette charge kilométrique et je voulais plus trop en faire que pas assez sur le premier. Donc il y a eu un point déjà qui, je pense, a été un peu conséquent, c'est que j'ai fait 3 mois vraiment ultra fort, où je suis arrivé à Munich avec une valeur intrinsèque à 27,45, je pense, sur le 10 kills. Sur le 10 000, je ne l'ai pas fait parce que c'était une course de championnat et que j'ai voulu aider Jimmy et que je me suis retrouvé seul devant. Ouais, ça a été une belle course finalement, entre guillemets, qui a fait qu'avec les circonstances, on fait que j'ai quand même kiffé le truc. Mais au niveau des séances, je suis arrivé vraiment en forme sur le 10 000. Au-delà de ça, j'avais une charge kilométrique conséquente la semaine de Munich et les semaines précédentes. Et j'ai continué à travailler dans la même continuité juste après ça. Et franchement, j'enquillais tout. Enfin, j'enquillais mes séances. Tout s'est bien passé. J'ai eu 3 mois vraiment à la perfection. Une petite alerte de 3 jours, un petit mollet, mais bon, je suis passé sur le vélo. Ça a été vite calmé et j'ai pu vite continuer. Enfin, ça m'a pas perturbé la préparation. Donc, le point numéro un l'analyse, c'est que l'entraînement était trop fort, trop conséquent, peut-être un peu trop intense pour ces 3 mois. Après, le point majeur, c'est que il y a deux choses. La veille de la course, j'ai l'anglais qui vient me voir, il me dit le groupe derrière, il va courir sur 67-30 au SMI. Moi, je vais courir sur 65-30. Je lui avais dit que je visais 2,12 et que je voulais partir 66. Et il me dit, bah, à toi de faire ton choix. Moi, je te dis, on part sur ça. Et il m'influence pas. Hein. Et du coup, je dis, bah oui, je vais venir avec toi pour 30 secondes. Je vais tenter de venir avec toi. C'est ce que je dis dans la vidéo d'ailleurs qui est sur YouTube. C'est que mon choix est vite fait parce que courir tout seul entre deux groupes ou tenter de 30 secondes plus vite à la vue de ma préparation, c'était quand même pas suicidaire de partir sur ces allures-là. Sauf qu'au lieu de 65-30, on passe 64-50 et quand je regarde l'analyse du 21 au 26, on relance encore derrière. Ça, je le sens pas. Ça, je le sens pas parce que j'étais vraiment en hyper forme et pour moi, je l'enquille vraiment bien. Après, c'est facile à dire, un marathon, ça se court pas 25 bornes, ça se court 42. Et le point, je reparlais tout à l'heure, là, c'est marrant à table encore avec plusieurs athlètes. Le point pour moi qui est quand même déterminant, c'est qu'au 25e, j'ai toujours tout préparé à l'entraînement, mes ravitaux, je gardais ma gourde 200, 300 mètres, je me préparais à bien boire, prendre mes gels, à être tout dans une bonne monotonie, ce sur des allures différentes et variées pour pouvoir, voilà, si j'étais à 2,55 ou à 3,05 ou à 3,10, à plusieurs allures différentes, je me suis préparé à prendre mes ravitaux. Là, au 25e, je prends mon ravito, seulement l'anglais me dit ah, attends, Johan, c'est mon ravito. Et là, je regarde, mince, c'est pas ma gourde. Je lui donne sa gourde et par sécurité, ce qui est bien, c'est que moi j'avais fait faire un short avec l'équipe qui prenne, avec 2 gels de secours dans les poches. Donc je courais, je sais pas, j'ai pris le départ avec 2 gels parce que j'avais prévu de rater, de quelqu'un prenne mon ravito ou autre. Et là, je sais pas ce que j'ai, alors que tout était calibré dans ma tête et tout, là, ce ravito là, ben, vu que je lui donne la gourde,
je panique, je sors mon ravito rapidement, je l'ouvre et là je le prends en one shot, c'est un gros gel quand même qui est assez épais, je le prends d'un coup et là c'est assez, je déglutis d'une manière assez compliquée, enfin c'est bizarre. Et là, l'anglais, je suis pas, il voit que je suis pas très bien, il me tend sa gourde, je bois sa gourde, c'était une autre boisson que la mienne, donc le mélange, je sais pas, hein, je me donne pas d'excuses encore une fois, j'essaie juste d'analyser. Et cette prise de gel un peu rapide, je me sens pas très bien, je bois un truc qui est pas à mon goût et qui est différent de ma boisson habituelle, bah, ça a pas loupé, 500-600 mètres plus loin. J'ai un point de côté qui a commencé à arriver, que j'ai déjà eu plusieurs fois sur les distances plus longues, depuis que je cours les courses plus longues, et même depuis très jeune en cross, j'ai déjà eu ça plusieurs fois, on n'arrive pas à l'expliquer. Et là, j'ai ce point de côté qui arrive, et là, c'est le début du calvaire, mais complet. Ça enchaîne, point de côté, j'ai des choses qui arrivent, qui sont nouvelles. J'ai déjà eu mal au ventre à l'entraînement avec des petites aigreurs, etc. Mais là, mal de ventre avec l'obligation de m'arrêter aux toilettes, ça m'est jamais arrivé à l'entraînement, mais là, je me suis arrêté par obligation, vraiment. Mm. Les quadris, les ischios, les mollets, les fessiers, hyper durs. Ça, j'ai jamais eu cette sensation-là. Et là, tout était contracté et contracturé, mais d'une manière je pense que c'est vraiment, ça a été un fait, voilà, un enchaînement de plusieurs choses. Le bas du dos, pareil, douloureux, alors que j'ai déjà fait des séances intenses, beaucoup plus longues que ce semi-là ou autre. Et le point de côté. Donc tout ça cumulé, ça a fait voilà, un cercle négatif. Et là, je termine ce marathon en mode calvaire, en marchant, en trottant, en m'arrêtant aux toilettes. Je repars, je remarche, je m'arrête au ravito, tout public, parce qu'il y a les ravitaux élites, les ravitaux tout public. Je bois, je sais qu'il y a un ravito, je bois au moins 2 ou 3 petites gourdes. Là, ça devait être des 33 millilitres. Je dois boire 1 litre sur un ravito. Et pourtant, j'avais mon analyse glycémique, j'ai vu sur toute la course, même quand je suis en défaillance, mon taux de sucre dans le sang est nickel. Donc là-dessus, je m'étais pas trompé dans mes ravitaux, dans ce qu'il fallait que je prenne. Mais enfin voilà, il y a un enchaînement de circonstances négatives voilà, qui interviennent les unes après les autres, les unes pendant les autres, et du coup, c'est le calvaire complet. Je termine pour terminer, hein, parce qu'il y a toute une équipe derrière moi qui a été des ingénieurs, des concepteurs, des chefs produits qui sont même venus d'ailleurs sur Londres pour m'encourager et être présents. Ma famille qui est là, mon sparring qui est là. Je suis en mode fini le plus vite possible juste pour passer la ligne d'arrivée. Mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive plus à courir. Enfin, j'ai des images sur la fin de course où je cours, mais c'est la catastrophe. Mais je termine. Le point que je retiendrai, c'est que je termine cette course et que ça a été compliqué, mais je l'ai terminé. Et pour ça, je suis quand même un petit peu fier parce que je pense qu'il y aurait 90% des sportifs élites qui se seraient arrêtés. Et là où je suis voilà, fier, c'est d'avoir terminé. Et surtout, ce que je dis pas, c'est que du 32e au 40e, après, il y a plus personne. Il y a la voiture élite qui est là pour ramasser un peu les abandonnés et qui s'arrête 4 fois à côté de moi, du 32 au 40e, parce qu'elle me voit vraiment en défaillance. Et elle me suit d'une manière voilà, catastrophique. Et 4 fois, elle me demande, tu veux t'arrêter, monte, on est là pour ramener les élites à l'arrivée. Et à la 4e fois, j'ai vraiment hésité à monter dedans, mais j'ai quand même tenu à finir. Et ça a été pour moi un petit peu voilà, le calvaire, mais la petite force que je me suis dit en plus voilà, de terminer cette course. Même si c'est de la marche à la fin, je l'ai quand même terminé. Et malgré tout, maintenant, tu te dis que malgré ce qui s'est passé, tu as envie de rester sur marathon. Ça t'a pas, entre guillemets, Ouais, je, tiré de l'envie de faire du marathon. C'est marrant parce que du coup l'an dernier dans cette prépa marathon, je prépare le long et dans le long, je fais des super séances rapides et je fais un 3000 aux interclubs en 8:00 tout seul. Et là mon coach il me dit, je te connais depuis 15 ans, enfin on travaille ensemble. Tu m'as jamais fait un 3000 comme ça tout seul dès les interclubs. Il me dit là tu repasses sur ce type sans faire de prétention, sans faire de starlet ou quoi que ce soit par là. Voilà, on connaît nos séances, je sais ce que j'avais fait avant. J'avais pas fait énormément de spécifiques, là je fais ça comme ça. Il me dit tu te prépares sur ce type, tu fais moins de 8-20, t'es à Eugene sans problème. Il me dit là il n'y a pas trop de doute à avoir. Bah, voilà, je vois comment tu as couru avec l'attitude de course dans laquelle tu l'as fait. Est-ce que tu veux pas, t'es sûr de vouloir vraiment continuer sur marathon? Donc il y a une période un peu de transition, encore l'an dernier où ça a été difficile à accepter de tout lâcher sur piste parce que j'ai retrouvé de bonnes séances et de bons chronos. Mais quand j'ai pris ma décision, elle était quand même fixe depuis un petit moment. Et du coup, j'ai eu ce marathon qui a été catastrophique. Et c'est vrai qu'à chaud après la course, tu te dis, mince, bah, je vais repartir sur ce type et je vais retenter une aventure où je peux m'exprimer, où je connais, où je maîtrise. Et ça a été l'espace de quelques jours, même peut-être semaines. Mais après, c'est vite revenu en mode, je m'arrête pas sur une déception. J'ai juste envie de courir mon deuxième marathon comme si c'était mon premier, à juste faire ma course. Avec mes sparring partenaires, mes lièvres, gérer mon truc de la manière dont je le souhaite et passer la ligne d'arrivée juste d'une manière convenable. J'ai envie de dire, si je fais 2-13, 2-14, 2-12,
le chrono, il importera peu. Là, le but, c'est de vraiment faire découvrir à mon corps le marathon d'une bonne manière, de finir la course, de franchir la ligne. Et c'est pour ça que là, je suis en train d'un peu planifier ma suite de saison sur le prochain marathon que je vais faire. C'est en train de se mettre en place. Et du coup, l'idée, c'est de choisir ce marathon en fonction aussi du droit que j'ai d'amener mes sparring. Parce qu'à Londres, j'avais j'avais amené 2 sparring. J'avais un Kenyan qui était avec moi, plus mon partenaire d'entraînement, qui devait m'amener jusqu'au SMI et au 30e. Et du coup, tout était calibré aussi pour être accompagné sur mes allures jusqu'au bout. Je dis pas que ça aurait changé quelque chose, hein, je sais pas. Mais finalement, de ne pas pouvoir en dernière minute amener ces gens-là, ça a été un peu compliqué. Donc là, le prochain, j'espère que ça pourra se faire de la meilleure des manières, un peu plus contrôler tout ça. Et puis aussi être plus dans le feeling. La préparation de Londres, elle était... Enfin, je pense que j'ai été pro dans ma carrière, mais cette préparation-là, elle a été minutieuse. Mais quand je te dis minutieuse, tout était calibré, tout était coordonné. Enfin, la dernière séance, je me rappelle qu'il y avait Bastien Augusto sur la piste avec son coach. J'ai fait 4 fois 3000 à J-10 ou J-12 à Fourmeux en altitude. Je faisais 1 minute de récup et je cours en 9-10 les 3000. Et le dernier, je demande à son coach parce que Patrick, le mien, était pas là. Et Patrick, le coach de Bastien, je dis, à ton avis, je peux accélérer le dernier 1000 et tout, je me sens bien. Et il me dit, vas-y, mais tu prépares le marathon, ça sert à rien de 30 mètres. Et je me rappelle que Bastien regardait la séance. Et du coup, je passe 3 minutes au 1000, 6 minutes au 2000. Et là, je fais 2,39 dernier 1000, je fais 8,39. Et là, du coup, enfin voilà, j'ai encore cet esprit d'enfant d'un contrôle, alors que le marathon, c'est que du contrôle. Mais ça montre encore mon état d'esprit. Je l'ai préparé tellement minutieusement et à la fois avec un peu de folie que le prochain, j'ai envie d'un peu plus lâcher prise et d'être plus dans le. Tu te prépares bien, consciencieusement, avec voilà une bonne récup, bon entraînement, bonne alimentation, et peut-être un peu moins à contrôler. Je contrôlais pas le poids de mes légumes ni rien, mais je contrôlais quand même tout, tu vois. Tout était minutieux, mon alimentation était toute, voilà, tout était programmé, tout était calibré, les allures de séance étaient toutes détaillées et toutes vraiment soutenues et maintenues aux allures précises. Et c'était peut-être un peu le trop dans le trop aussi. Mm. Donc, donc là, j'ai plus envie de le faire en mode je fais mon marathon, je me fais plaisir et pourquoi pas le faire à la maison. On va voir, ça c'est le suspense des semaines à venir et de la décision que je vais prendre avec mon entraîneur. Mm. Bah là, les minima pour Paris 2024 sont sortis. C'est 2, 8, 10, j'ai vu. Ouais. Les minima sont quand même assez compliqués dans pas mal de disciplines. Tu penses que là, il faut jouer le ranking ou que c'est faisable de faire les minima directement? Je pense qu'en France, déjà, de 8-10, le ranking, il sera impossible parce que quand tu as un Mehdi Frère, un Nicolas Navarro, un Hassan Chadi, déjà, je pense que les trois, ils feront moins de 8. Donc, soit ils l'ont déjà fait, soit ils vont le faire prochainement. À celle-là, tu peux rajouter un Yohan Durand qui a fait un petit 2-9 à Paris, Benjamin Choquer, il y a les frères Gras, Duncan qui a fait 2-12 tout seul. Enfin, à mon avis, les 2 heures, le minima, ils sont même pas à prendre en compte. Ça sera les 3 meilleurs Français qui seront bien au-delà de ces 2h08-10. Donc le ranking en France, on peut l'oublier. Je sais qu'à titre perso, je m'étais donné une ligne de conduite quand j'ai commencé mon aventure sur marathon et quand j'ai rencontré l'équipe qui prennent là de Decathlon, où je leur ai exposé mon plan et du coup, c'était de faire moins de 2h10 sur marathon. C'était à l'époque de 10-30 les minima. Et du coup, j'ai exposé ce projet-là parce que je pense que c'est quelque chose de faisable et que j'ai encore envie d'ambitionner. Malgré tout, je pense que il faut que je sois ambitieux, mais dans une bonne gestion de l'effort. Il faut que je gère mon premier marathon, que j'arrive à le finir, mon deuxième marathon pour le coup, arrive à le finir d'une bonne manière pour pouvoir faire Valence en fin d'année et tenter un meilleur chrono. Et après, en février, mars, là, tenter d'aller très vite, quitte à exploser, mais de se qualifier, voilà, ça sera peut-être pas Valence en fin d'année, mais ce sera peut-être sur mon 3, 4e marathon où est-ce qu'il faudra être le plus fort. En tout cas, je lâche pas les armes aujourd'hui. Si je fais ce sport, c'est parce que j'aime ça, je suis passionné et je trouve que la concurrence française, elle est saine et elle apporte un vrai dynamisme en plus et ça, c'est bien. J'ai eu des années où j'étais tout seul au France sur Steve parce que Oumaïdine était blessé, où il y avait personne. Enfin, et finalement, tu arrives sur un grand championnat où t'as pas eu la concurrence avant en course de championnat, où tu te retrouves tout seul et c'est moins bien, je trouve. D'avoir une bonne concurrence, ça te permet d'arriver après sur les grands championnats et les championnats majeurs d'une meilleure manière. Et là, ben, pour le coup, sur marathon, on va l'avoir cette année sans aucun doute, sur cette année 2024. Donc voilà, je m'en sers dans le bon sens. Après, à titre perso et en termes de carrière personnelle, comme je dis, de 3,33 à 8,12, faire 28,0 sur 10 000, le 62 sur semi, j'aimerais bien aussi améliorer la marque. Et j'aimerais bien le rêve moins de 10 sur marathon. Pour moi, le contrat sera quand même Ouais. rempli
ça sera une frustration de ne pas faire les Jeux. Mais la chance qu'on a sur marathon, c'est que les Jeux, c'est un événement majeur planétaire, mais qu'il y a des marathons majeurs qui sont des événements planétaires où tu cours avec 60 000 coureurs. C'est quand même, t'as quand même d'autres. C'est pas un 3000 steeple, quoi. Un 3000 steeple en Diamond League, c'est pas le 3000 steeple des Jeux. Un marathon aux Jeux, c'est énorme, mais un marathon majeur, comme je l'ai fait à Londres, je l'ai subi, mais c'est incroyable. Enfin, si tu arrives un jour à accrocher une place d'honneur, un top 10 sur ces marathons-là, c'est juste fou. Donc, je pense sur marathon, tu peux vivre de belles expériences avec un bon chrono aussi. Donc, je me donne pas d'excuses ni rien. Je serais forcément frustré parce que c'est un objectif de vie, mais j'ai envie de me battre avec mes armes et d'affronter, voilà, avec 300% de mes capacités, un Nicolas Navarro, un Chadi, un Mehdi Frère, un Durand, les copains et tout ça sur une belle ligne de départ qui est une belle confrontation. Et voilà, les trois meilleurs iront au jeu. Et puis voilà, mais après, comme je dis, moi j'aime bien être à 100%, que tout le monde soit à 100%. Les trois meilleurs se détachent et puis ils représentent la France de la plus belle des manières. C'est surtout ça. J'ai pas envie qu'on revive un Londres 2012 où les trois Français cumulés, je crois que si on additionne leur distance, les trois cumulés, ils terminent pas le marathon. Ils abandonnent tous les trois et à trois, ils font pas 42 bornes. Donc je préfère avoir une grosse délégation et une grosse génération de coureurs plutôt que voilà, d'être tout seul ou qu'il y ait personne qui fasse un truc. Donc voilà, à voir. L'avenir nous le dira. Oui. En attendant, ça me sert de leitmotiv quand je vois les coureurs qu'il y a aujourd'hui et voilà un Florian Carvalho qui passe pas alors que quand il va passer, je pense que ça va faire super mal. Un Nicolas Navarro qui a la connaissance de lui et la connaissance de la maîtrise de l'effort qui est juste incroyable. Enfin, c'est des choses, moi, ça me frustre pas, ça me donne envie. Tu vois, je me sers de Carvalho, je me dis quand il va passer, ça va. Je m'identifie à lui, je m'identifie à Nicolas parce que j'aimerais bien avoir sa gestion, à Hassan Chadi qui a, pareil, la maîtrise de l'effort. Enfin, tu vois, je les rage pas, ces gens-là. Je regarde ce qu'ils font et j'essaie de prendre, encore une fois, comme je te dis, le meilleur et de l'adapter à moi pour essayer d'être moi-même le meilleur. Donc, c'est plus de la bonne admiration, comme quand j'étais à Fourmeux avec Bachir Abdi qui s'entraînait avec le mari de Paula Radcliffe. Et voilà, j'ai échangé pas mal de fois avec lui. J'essaie de prendre avec tout le monde. Là, au Kenya, j'étais avec Amanal Petros qui a déjà fait 2,6. J'étais avec Sandré Mohen qui a fait 2,5. J'étais tous les soirs à table avec eux et c'était des petits conseils, des petits trucs. T'es ravito, enfin, voilà, je prends de tout le monde. Je suis pas, j'ai pas la science infuse et je trouve que c'est hyper bien cet échange qu'on peut avoir, voilà, ici au Kenya ou ailleurs dans le monde avec tout le monde pour pouvoir, c'est comme tout, c'est de la culture générale et c'est comme ça qu'on se cultive et qu'on devient le mieux possible en travaillant, voilà, en regardant ce qui se fait ailleurs et encore une fois en adaptant par rapport à ses points forts. Et ça a été quelque chose qu'on a toujours fait que ce soit sur le 1500, sur le 3000 steeple ou autre avec mon coach. On a pris des séances à Marcin Lewandowski où on s'est entraîné avec lui en Afrique du Sud, des séances de muscu que j'ai pris quand j'étais aux États-Unis en regardant les Américains. Voilà, c'est pas on prend le truc, on le copie, on le colle, mais il y a des petits trucs là qui sont sympas en allant voir un peu ce que font les sprinteurs aussi parce que l'explosivité, il faut pas oublier ce qu'il en est, etc. Et pareil pour la muscu. Aujourd'hui, je suis encore en train de travailler sur l'outil muscu. On a l'idée reçue, force égale vitesse n'est pas égale à l'endurance, alors que c'est une idée reçue qui est fausse. Et finalement, une muscu de sprinter peut être aussi intéressante pour un marathonien. Et voilà, encore une fois, j'essaie d'être ouvert d'esprit, de regarder et de comment dire, m'améliorer moi-même avec mon coach qui est vachement ouvert là-dessus. C'est ça qui est cool, c'est que notre collaboration, elle est vraiment fusionnelle Oui. pour pouvoir être le meilleur possible à mon tour. C'est cool aussi d'avoir un coach qui a conscience qu'il ne sait pas tout et qui a envie d'apprendre et que vous puissiez apprendre ensemble. Parce qu'il y a certains coachs qui sont peut-être un peu fermés et qui considèrent que voilà, eux ils savent et qu'il ne faut pas remettre en question leur connaissance. Ouais, c'est une collaboration d'une vie et c'est une connaissance de mon entraîneur et mon entraîneur a une connaissance de moi. À la foulée, à la respiration, il va savoir te dire si je vais pouvoir finir la séance d'une belle manière, si je vais exploser, si je vais voilà, il me connaît par cœur. Et ça, c'est ce que je dis souvent. On est souvent aujourd'hui je critique pas encore une fois, mais là, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le lactate et tout ça, qui ont connu ça dès leur début. Moi, aujourd'hui, je peux pas travailler comme ça. J'ai essayé de travailler avec HRV, les tests de variabilité cardiaque. Ça m'a apporté des données scientifiques en plus de mon entraînement qui n'ont pas été travaillées depuis le début de ma carrière et du coup sur lesquelles on n'a pas su fusionner, tu vois, dans ce que je connaissais, plus cette technologie-là. Et du coup, c'est ça qui est énorme, c'est que mon coach connaît pas ma VMA, ma VO2, voilà, toutes ces maths et toute cette science finalement qu'on a de l'entraînement. Et pourtant, on a une carrière qui est plutôt pas mal avec 46 sélections en équipe de France. Je me lance pas des roses, mais on a quand même une belle carrière tous les deux. Tu peux. Et voilà, et encore aujourd'hui,
Ce qui me fait rigoler, c'est quand je suis allé à l'INSEP, quand j'ai repris après ma blessure, on a fait des tests sur tapis, etc. Ils ont écrit un truc pour les refaire en extérieur. Et en extérieur, ça reflétait pas ce que j'ai fait sur le tapis. J'étais plus fort en extérieur. Comme quoi, je pense que la technologie, c'est bien, c'est énorme, ça aide beaucoup quand tu l'adaptes depuis le début. Mais moi, à mon niveau et voilà, avec mon expérience aujourd'hui, je fais tout au ressenti. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore avec mon coach. Et encore une fois, tu me demandes ma VMA ou ma VO2 max, l'aérobie, l'anaérobie, de ça. On parle jamais comme ça. On n'a jamais fait ça dans notre entraînement. Et du coup, ben, comme je t'avais contacté il y a quelques temps, j'ai créé un programme d'entraînement qui est basé sur ça, où je dis aux gens un peu, en gros, oubliez de temps en temps l'allure GPS, le chrono ou autre, et courez aux sensations. Et j'ai eu la chance d'entraîner Amélie Mauresmo aussi là pour son dernier marathon qui a fait de 3h14, qui a battu son record. Et c'est ce que je lui disais dans l'entraînement. Elle m'a envoyé ses anciens plans. Encore une fois, comme je dis, c'est pas une critique, c'est une autre manière de travailler. Il y avait des pourcentages, des intensités, des trucs comme ça. Et là, quand j'ai reçu ça, je lui ai dit, je suis désolé, mais moi, je vais pas pouvoir t'envoyer des trucs comme ça parce que je connais pas ça, je travaille pas comme ça. Par contre, tu vas retravailler à apprendre à mieux te connaître, à mieux gérer ton effort et enfin, mieux gérer ton effort, à gérer ton effort en fonction de tes sensations et de ton ressenti pour être, voilà, plus abouti et accompli dans ton run. Et finalement, ça s'est bien passé. J'espère que ça va continuer de la plus belle des manières. Mais tu vois, je prône vachement ça, en fait, et apporter aux gens le fait de lâche ton GPS, lâche un peu les chevaux et cours. Et aujourd'hui, on est trop rivé sur notre montre, et moi le premier. Hein. Quand j'ai le GPS sur les Fartlek ou autre, je regarde l'allure, alors que le Fartlek, c'est quoi à la base? C'est que t'es pas sur piste pour avoir une course en nature, pour oublier un peu tes repères et juste te faire plaisir. Et souvent, on est tous les mêmes. Hein. J'ai fait tant de moyenne, j'ai fait tant tant d'intensité, et voilà. Et ça, c'est bien, mais c'est peut-être un peu trop important aujourd'hui dans l'entraînement, et quel que soit le niveau du sportif. Ouais. La dernière fois que la France a organisé un grand championnat en extérieur, c'était en athlée, c'était Paris 2003. Je pense que tu y étais comme spectateur, si je me trompe pas, et que Ouais, ça t'a donné c'est envie de ça. courir. Bah, en fait, j'ai vu Mehdi, la finale Mehdi contre Hicham. J'ai le souvenir du stade entier qui crie Mehdi juste à l'entrée du stade. Je me rappelle, c'était Mehdi, Mehdi, mais avec une caisse de résonance juste incroyable. 80 000 spectateurs dans le stade, c'était juste fou. Ça m'a fait vibrer et franchement, j'étais un enfant, voilà, avec des étoiles dans les yeux. Je vois Mehdi faire sa course et tout, et c'est vrai que ça m'a donné envie d'être à sa place un jour. Et je me suis dit un jour, je serai moi aussi dans ce stade. Et j'ai eu la chance d'y être aujourd'hui. Malheureusement, la Diamond League ne se fait plus dans ce stade-là. J'ai eu la chance de courir 2 ou 3 fois au Stade de France. C'est incroyable, c'est un truc fou. Et pour la petite anecdote, j'ai Marc Maury qui m'a croisé. J'étais espoir, je pense. C'est la première fois que je participe au meeting. Il me dit, ah, c'est bien le petit jeune qui arrive, etc. Ça fait quelques années qu'il me commençait à me suivre, 1 ou 2 ans qu'il me suivait sur Canal+, etc. et qui commentait quelques-unes de mes courses. Elle me dit, ah, ça me fait plaisir de te rencontrer et tout. Si je peux te donner un petit conseil et tout, tu cours, tu fais ta course, mais lève pas les yeux quand tu rentres dans le stade. Par contre, après ta course, tu profites. Et j'ai vraiment été marqué par ce moment, cette phrase-là, parce que je suis rentré dans le stade, j'étais dans ma bulle, j'ai fait ma course. Et c'est vrai qu'après la course, du coup, j'ai eu un chrono en plus conséquent. Je crois que je fais 3:35,95. C'est la première fois que je fais un gros chrono sur 15. Donc, j'explose de joie. Je fais les minima I2F pour les Jeux Olympiques, même si, bref, après coup, on n'a pas été envoyé. Et voilà, Marc Maury qui était speaker dans le stade, et là il dit, le français qui fait les minima pour les jeux. Enfin, ça, c'est une explosion de joie. Je suis mis en avant sur la télé, et là je lève les yeux à ce moment-là, et là c'était l'association de la performance, de la grandeur de l'événement, de la grandeur du public. Enfin, c'était juste fou. Et du coup, en gros, le rêve de gosse de 2003 de courir dans ce stade-là, je l'ai réussi. Je crois que c'était 6 ans plus tard. Je crois que c'était 2009, ma première fois au Stade de France. Donc c'était ouais, juste fou. Donc 2009 ou 2010, mais incroyable. Et tu penses que Marc Maury a eu raison de te dire de pas regarder, que ça t'aurait déstabilisé de voir le public? Ouais, je pense que tu peux vite te faire manger par l'événement. Enfin, c'est ce que je dis aussi quand j'ai la chance d'échanger avec des jeunes en équipe de France ou autre que je crois sur des stages fédés. C'est quand tu fais ce genre de compète là, et c'est se faire manger par l'événement, ça vient vite. Hein. Quand tu cours à Rome, dans des stades comme ça mythiques, Paris, Oslo ou autre, toutes les meetings d'Ironman League, hein, de toute façon que tu as ne serait-ce plus de 15 000 personnes, quand c'est même des petits stades mais qui sont remplis, tu peux vite te faire bouffer par le truc, et c'est une expérience et un apprentissage. Sois acteur de ta course, maîtrise ton truc et après profite de l'événement. Mm. Cours d'abord et après profite du site et du lieu. Mais c'est vrai que Rome, quand tu fais Rome, tu t'échauffes sur un stade d'échauffement avec les statues des dieux grecs et tout ça. C'est rien que l'échauffement, il donne il donne de la boule au ventre. Donc c'est non, franchement, quand tu es passionné de ce que tu fais, c'est des sites qui sont vraiment incroyables. Et du coup, ouais, franchement,
tu vis de belles émotions quand même avec l'athlète, hein. J'ai une carrière qui est remplie d'émotions, de contre-performances, il y en a un paquet, mais ça te permet aussi d'avoir des belles émotions et des souvenirs incroyables. Et ça, c'est fou. Ouais, ouais. On savoure probablement encore plus les beaux moments quand on relativise parce qu'on a eu des plus Oui, mauvais moments à côté de c'est ça. sûr. Ouais. C'est Et clair. pourquoi t'es pas allé, quand tu avais fait les minima pour Pékin, pourquoi t'as pas été sélectionné? Non, alors en fait, on était, si je dis pas de bêtises, c'était la destination, ils appelaient ça Destination 2012, la Fédé. C'était en gros faire découvrir aux jeunes Pékin 2012 pour être performant. Non, En 2008. Destination 2012, c'était découvrir Pékin 2008 pour être performant à Londres en 2012. Et on était quatre dans ce cas de figure. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je ressors cette phrase, elle fait rigoler beaucoup de monde. Euh, on avait été quatre à faire les minima I2AF, à être destination 2012, potentiellement du coup envoyé à Pékin, mais finalement être resté à la maison. Et le plus frustrant de ces quatre-là, c'était Teddy Tango, qui avait réussi les minima le soir du meeting de Monaco, mais je crois que c'était à 1 heure ou à un jour près de la clôture des minima. Lui, il avait réussi les vrais minima de la Fédé. Donc il y avait Teddy Tango, Cindy Billot, Renaud Lavillenie et moi. Et on est restés tous les quatre à la maison. Et les quatre après ont eu la carrière qu'on a tous eu et qui finalement est un peu frustrant parce que peut-être que ça aurait été différent pour le futur, on ne sait pas, mais en tout cas ça nous a permis de voir que c'était difficile le haut niveau, que c'était pas voilà un long fleuve tranquille. Et on est tous restés à la maison, mais bon, Pour quelle raison? C'est quoi la raison voilà. invoquée? On n'a pas vraiment eu de. On n'avait pas fait les minima fédés, quoi. Ok, ok. Après, en off, on avait entendu parler d'accréditation, que ça délivrait plus d'accréditation d'envoyer des relais, alors qu'il y avait qu'un seul coach. Après, ça, c'est du off et c'est des rumeurs. J'ai pas envie d'entretenir un sujet qui Ok. est, voilà, pas forcément réel ou concret. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a aussi mis le couteau entre les dents pour continuer à avoir cette carrière que j'ai eue par la suite. Mais est-ce que découvrir Pékin, ça aurait pas été un plus pour Londres? On peut pas le savoir. Renaud a été champion olympique derrière, donc lui, il a Ouais. réussi. Moi, j'ai été demi-finaliste, mais peut-être que ça m'aurait ouvert une porte de finale. Je sais pas, on peut pas savoir parce qu'un enchaînement de 3 courses en grand championnat, tu le fais pas souvent. Et voilà, de pouvoir l'avoir accessible sur le premier, c'est vrai que, comme je dis, chaque événement, une Diamond League, tu te fais manger un peu par l'événement, ben, les jeux, c'est pareil, hein. Mm. Les jeux en 2012, on était avec Florian Carvalho en chambre, qui a été longtemps voilà mon adversaire, mon ami plus qu'adversaire en championnat de France et en grand championnat. Mais on était hyper bien en chambre ensemble aussi parce que voilà, on avait une bonne amitié et on a une bonne amitié, parce qu'on dit. Et du coup, je sais que enfin, voilà, on était des gamins au jeu. Enfin, c'était abusé. Rien que le pass. Le petit badge pour avoir accès aux cabines à boissons illimitées, c'était n'importe quoi, avoir le McDonald's dans le village, enfin toute la grandeur que ça peut avoir, rencontrer toutes les stars que tu peux avoir, manger avec Tony Parker, Batum à ce moment-là, enfin c'était, ouais, on était des gosses et on s'est pas fait manger par l'événement, je pense, mais t'en prends quand même plein les yeux. Donc le découvrir en étant très jeune pour être performant en étant un peu moins jeune, je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut orienter sur le futur et pas avoir cette dynamique qu'on a actuellement. Là, pour le coup, je suis totalement contre cette politique actuelle de préparation olympique. Mais bon, après, je suis que Johan Koval à mon petit niveau et j'ai pas de pouvoir. Ouais. Et tu avais dit au moment des Europes en salle de Paris en 2011 que la pression médiatique et peut-être aussi la pression que tu t'es mise à toi-même, ça t'avait un peu empêché de perfer. Est-ce que tu penses que maintenant, avec la maturité à Paris 2024, si tu te qualifies ce qu'on te souhaite, que tu gérerais les choses différemment? Ah bah là c'est sûr, franchement très honnêtement là c'est la carrière t'amène aussi une gestion de l'événement d'une manière différente. J'ai le souvenir de Londres où tu as 50 minutes de chambre d'appel et quand tu es un stressman comme moi à avoir un moment de panique et le cardio qui s'emballe à la moindre petite chose qui te perturbe, bah tu t'y prépares. Enfin ça a été voilà des choses que j'ai réussi à maîtriser et à acquérir grâce à Paris 2011 où finalement ouais je te dis j'étais arrivé je crois avec le deuxième temps désengagé sur le 1500 et le 3000. Je crois que j'étais le meilleur temps en fait, parce que il y avait Mo Farah mais qui n'était pas venu, et du coup j'avais les deux meilleurs temps. J'avais choisi le 1500 parce que ça laissait la place à Florian sur le 3000, je me rappelle, et que vu que j'étais bien sur les deux, j'ai couru le 1500. Et cette année-là, je me souviens très bien, hein, parce que ça a été un événement marquant dans ma carrière. Je résume souvent, j'ai couru avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. Il y a ma famille qui était là, et je me rappelle au footing d'échauffement avant de rentrer dans la chambre d'appel ma femme, mon beau-père, le coach qui était juste là, il me dit mais t'es tout blanc et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis je sais pas, j'ai peur de rater et tout. Enfin, je me sentais pas bien. Ça va pas louper, je cours toute ma course au couloir 2, je fais une course catastrophique, je passe même pas en finale. Et ça a été un événement déclencheur parce que je me suis dit je peux pas continuer une carrière comme ça avec une telle préparation, une telle ambition et m'écrouler à l'arrivée du championnat, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai commencé la sophrologie.
Et du coup, ça a été une vraie prise de conscience. J'ai fait de la sophro par la suite. J'ai été voir un psychologue du sport. Et aujourd'hui, j'ai un préparateur, je sais pas, un préparateur mental pur et dur, mais ça m'apporte une connexion décalée avec la réalité. Quand j'ai une connexion décalée, c'est qu'en gros, je prends plus conscience de l'événement, ce que ça peut m'apporter dans le meilleur et dans le pire. Au final, finalement, tu es tout le temps gagnant. Tu te rends compte que les choses, elles sont souvent valorisantes, quel que soit le résultat. Et aujourd'hui, j'arrive à être plus, comment dire, plus serein face à l'événement. Quand je suis arrivé sur la ligne de départ à Munich cette année, avec Jimmy qui pendant un mois m'avait poussé pour que je le relaye, et il m'avait mis la pression pendant un mois. Je me suis échauffé avec une envie et une patate. D'ailleurs, c'est vu sur la course. Quand je vais pour le relayer, je lui tape dans le dos et je pars tout seul parce que je me suis pas rendu compte qu'il suivait pas. Mais tu vois, je vais pas dire que j'ai sacrifié ma course. Je pense que j'aurais pu faire un top 10 ou autre, mais bon, le résultat au final, ça aurait pas été voilà différent pour moi. Mais ça, il y a quelques années, tu me demandes de faire ça, mais je suis en flippette comme pas possible dans la chambre d'appel et tout. Enfin, je suis pas bien. Là, je l'ai abordé vraiment et puis ça se voit. Je sais pas si ça s'est vu à France Télé, mais quand je passe la ligne, quand je passe devant, je prends 10-15 mètres au groupe, je regarde l'écran géant et là, je vois que je suis tout seul. Et là, au lieu de paniquer, il y a 15 ans, j'aurais paniqué. Hein. Je me serais dit, mince, qu'est-ce que je fais là et tout. Là, je vois ça, bah, écoute, qu'est-ce que tu fais? Kiffe. J'ai kiffé 2 tours en tête, j'ai eu le grand sourire, j'ai fait mon rythme et puis voilà, j'ai kiffé l'instant présent et ça, c'est toute la prépa que j'ai pu faire qui m'a apporté ça. Et voilà, c'était pas mon événement majeur de la saison. J'ai voulu aider Jimmy, bon, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a quand même une médaille française à arriver, mais tout ça, je veux dire que c'est la prépa aussi, en plus de l'entraînement, la préparation du psychologique, ça se travaille et moi j'en ai besoin. Il y en a qui n'en ont pas besoin, moi j'en ai besoin. Et 2011, c'est pour ça que ça a été l'événement un peu déclencheur, parce que oui, courir avec la peur de perdre, c'est pas quelque chose de sain, c'est vraiment très désagréable. Et du coup, ben, j'ai décidé à partir de 2011 de le travailler, de voir plusieurs méthodes qui se faisaient pour travailler ça. Est-ce que mentalement, les difficultés sont différentes quand on change de distance? Non, enfin franchement ça va. Bah, après j'ai eu peur de courir mon marathon et c'est normal d'avoir peur de courir mon marathon comme j'aurais peur de courir le deuxième vu comment j'ai subi le premier. Mais si tu arrives trop serein face à un événement, c'est pas bon. J'aime pas ça. Je trouve que c'est bien d'avoir cette petite boule au ventre, mais d'une bonne manière. Il faut être conscient que ça va être difficile, mais pas non plus à te préparer à ce que ce soit dur. Sinon, forcément, tu vas attendre ce moment où ça va être dur. Et c'était pareil sur le steep. Je disais à ma sophrologue à un moment donné, c'était sur le début, une année à Rabat, ouais. Je m'étais préparé, conditionné à ce qu'à partir du 2000, je serre les dents et que je sois dans le dur. Elle m'a dit non, non, ça c'est pas le bon point. Il faut que tu sois conscient que tu vas avoir peut-être un moment dur, mais c'est pas obligé. Il se peut que ça se passe très bien et que tu enchaînes ta course, voilà, dans un jour exceptionnel et voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tu te prépares tellement dur, mentalement, physiquement, que le jour J, il faut avoir un peu de pression, mais de la bonne pression et pas te faire manger par l'événement. Mais voilà, il faut pas non plus être en surconfiance parce que je pense que ça peut aussi te détruire. Donc il y en a qui gèrent ça très bien, il y en a qui arrivent avec des événements avec une ultra confiance ou autre, mais finalement tout le monde est différent, donc chacun a besoin de plus ou moins travailler certains secteurs et voilà. Donc moi je suis content en tout cas de tout le travail que j'ai fait et je pense que pour le futur, bah, ça sera dans la même ligne de conduite en tout cas. Mais c'est Mm. intéressant parce que j'aimerais bien, du coup, tu dis que tu as déjà fait d'autres sportifs, mais d'avoir un Mondo Duplantis ou autre, savoir eux comment, en étant ultra favoris et tout, est-ce qu'ils finalement ils arrivent avec une pression totalement serein. Je suis pas certain qu'il y ait 100% des sportifs qui disent qu'ils arrivent hyper sereins avant un championnat, quel que soit leur niveau. Ouais. Et ça, c'est bien parce que tu te rends compte que finalement, on est tous quand même pareil dans les grandes lignes. Il y en a certains qui sont quand même plus sereins que d'autres, mais majoritairement parlant, il y a tous la petite boule au ventre et cette envie de réussir qui t'apporte un peu l'incertitude aussi de réussir, de réussite. Ouais. Mondo, il disait que la seule fois où il a vraiment commencé à vraiment gamberger, c'était à Tokyo, à 6,02, quand Chris Nielsen a raté à son premier et qu'il Ouais, s'est dit, là, si je passe au premier, je suis champion olympique. Et là, en plus, il y avait beaucoup de temps entre les différents essais et il gambergeait beaucoup. C'est la seule fois où ça lui est arrivé, mais c'est en vrai. temps normal, je pense qu'il est assez serein parce qu'il a confiance en ses capacités. Mais Après, à ça va. Tokyo, voilà. Depuis gamin, il rêvait d'être champion olympique et là, il s'est dit, la prochaine barre, si je la passe, ça y est, c'est fait. Et ouais. Ouais, c'est bon. Après, de Ouais, la ouais, concours, c'est différent sans doute parce que là, vraiment, il y a une barre et tu dis, si celle-là, je la passe, ça y est, c'est fait. Sur oui, le oui, oui, marathon, c'est pas, ouais, c'est différent. ouais, 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 ouais. Non, ouais. non, c'est sûr, c'est sûr.
Mais je voulais évidemment te parler de Zurich 2014, de ton titre européen dans les conditions. On va rappeler si tout le monde n'est pas au courant, mais donc tu es arrivé deuxième de la course initialement derrière Mayedine, Mekissi Menabat qui avait gagné, mais qui a enlevé son maillot avant la ligne, donc qui a été disqualifié. Je me souviens qu'on avait parlé, j'étais bénévole sur ce championnat, je t'avais vu juste après, et quelques heures après, tu avais encore du mal à... J'avais l'impression que tu savais pas trop comment le vivre, le fait d'être champion d'Europe dans ces circonstances. Ouais, Avec le recul, ouais, ouais. Bah, c'est compliqué. Avec du recul, je suis champion d'Europe. J'ai rien fait pour avoir cette disqualification de Maïdine. Au contraire, j'ai essayé d'aller plaider en sa faveur, de faire ce geste que j'ai eu sur le podium que je regrette pas, de descendre sur la deuxième marche pour moi, je suis un humain. J'ai été battu à plate couture sur la course. Pointe au pied, il a été devant moi, il nous a explosé. Donc pour moi, ma médaille d'argent, elle était amplement méritée et j'étais fier de cette médaille. D'autant plus que je fais ma demande en mariage derrière. Je me souviens que j'arrive à faire, éviter tous les médias, aller faire ma demande en mariage. Donc c'était l'association de deux grands moments pour moi dans une vie. Et que quelques mètres après cette demande, quand je refinis mon tour à l'envers, il y a quelqu'un qui me dit, ah, il va être disqualifié, t'es champion d'Europe, machin, etc. Et je lui dis, mais laissez-moi tranquille. J'avais complètement scusé le truc et je lui dis, ça m'intéresse même pas. Enfin, j'étais tellement bien dans un bien-être que finalement, quand j'ai appris cette disqualification et que j'avais la médaille d'or, je suis pas, moi sportivement parlant, je m'étais fait battre. Et du coup, ok, le règlement, c'est le règlement, etc. Mais sur la ligne d'arrivée, j'étais derrière et ça a été vraiment difficile à digérer. Et ce podium a été compliqué, cette après-course a été compliquée. Il y a eu on quelques jours, rappelle que quelques mois la derrière. disqualification de Mayedine a eu lieu parce que l'Espagnol a posé réclamation, c'est ça? Voilà. En fait, à l'arrivée, il prend un carton jaune. Il a enlevé son t-shirt. À l'arrivée, il prend un carton jaune d'avertissement. Seulement, l'Espagne voit ça. Il se dit, attends, on a un mec quatrième. L'Espagnol, il va demander à sa fédération. Angel Moulera, il va voir sa fédération et il leur dit, de faire appel et de demander une disqualification. Enfin, voilà, un deuxième carton jaune, quoi, carton rouge. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il a eu le gain de cause. Mais il faut savoir que ta tête là avait déjà eu des soucis avec sa fédération pour dopage, etc. Et ce geste, du coup, je regrette en rien ce geste que j'ai eu sur le podium de le laisser à part parce que je savais, moi, en amont, cette affaire de dopage qu'il avait eue. Je savais que c'était lui qui avait porté réclamation. J'avais évité avec mon coach la bagarre entre Mayedine et lui dans le contrôle antidopage. Et du coup, tout ça accumulé a fait que j'ai eu ce message, entre guillemets, fort que j'ai eu en me mettant sur la deuxième marche avec le Polonais et en le laissant lui à l'écart, sans regret, parce que finalement, il méritait même pas cette médaille. Donc voilà. Ça a changé quoi dans ta carrière, ce titre, en termes de popularité, peut-être Ça de partenaires, a de été une sponsors? médiatisation ultra conséquente. Je sais que j'ai eu les chiffres le soir de cette course. Ça a été 4,2 millions de téléspectateurs. Ça avait été un record pour l'athlète. Et c'était juste incroyable. J'ai énormément aimé l'après Zurich parce que j'ai eu une médiatisation qui a été conséquente. J'ai énormément aimé en direct, mais j'aimerais pas trop le revivre. J'ai kiffé. J'ai fait les plateaux de France Télévisions. J'ai été invité à. Franchement, j'ai été faire l'Expresso, l'équipe 21. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai eu des invitations sur des événements. Enfin, ça a été énorme, mais c'est quelque chose qui n'est pas ma vie. Quand on a été aussi reçu par Nasser au PSG en carré VIP, tous les médaillés d'or, on a été invités là-bas. J'ai vécu un mois avec ma femme, on a été là-bas et c'était un moment assez sympa sur l'instant T, mais c'est pas mon monde. C'est pas mon monde d'être dans les paillettes et dans le superficiel. Je trouvais que c'était un peu trop de médiatisation, trop de choses comme ça. J'ai vu tellement d'athlètes en fait se faire manger et changer leur comportement par rapport à de la médiatisation et à du financier, qu'aujourd'hui j'ai la chance d'arriver à avoir des proches qui arrivent un peu à m'éloigner de ça. J'ai eu cette médiatisation, j'en ai profité, mais je me suis pas fait manger pour l'entretenir en tout cas. Je l'ai pas entretenu. Et je me souviens qu'après coup, il y a eu aussi un truc, c'est que j'ai eu l'équipe magazine qui m'avait contacté pour faire 4 ou 5 pages dans l'équipe mag et que au début j'ai dit non. Enfin, je sais plus si je leur avais dit non, mais en tout cas, j'avais dit à ma femme et mon manager que je voulais pas, je le faisais pas, parce que je leur avais dit, ils sont où l'équipe depuis que je m'entraîne depuis des années et j'ai jamais eu un article dans l'équipe. J'ai la Dordogne Libre et le Sud-Ouest qui me suivent quotidiennement depuis mes débuts. Je préfère leur répondre à eux que faire l'équipe mag. Et c'est mon coach qui m'a dit, écoute, c'est quand même l'équipe mag, c'est quand même un truc, et il m'a convaincu de le faire. Je regrette pas du coup après coup parce que ça a été un superbe article et un superbe reportage. Mais la sensation à chaud que j'ai eue, tu vois, moi, je suis vraiment dans l'humain. Et je me suis dit, où est-ce qu'ils n'étaient pas là avant, je verrais pas pourquoi aujourd'hui j'utiliserais ça pour avoir de la com et voilà. Donc je me rappelle, je l'ai même dit aux journalistes qui sont venus qu'au début je voulais pas faire le papier. Finalement, je regrette pas parce que c'est quand même un beau souvenir que j'ai encore aujourd'hui, ces petits mags à la maison. Moi, je cherche pas à avoir cette médiatisation plus que conséquente. Elle ne m'intéresse pas. Je préfère être là où je suis aujourd'hui,
avec mon palmarès et ma conscience pour moi, et comme ça avoir mes proches surtout, comme je le disais à Londres, hein, à Londres, la grosse contre-performance, la grosse baffe. J'ai l'équipe de Keep Run qui est vraiment une équipe qui est vraiment basée sur l'humain avant toute chose, très sincèrement, et ma famille qui était là. Et voilà, là, j'ai une contre-perf qui a été folle, mais pourtant, j'ai eu un réconfort après qui a été monstrueux. Et tu vois, c'était pas que du fictif ou que du contractuel parce que tu es en contrat avec des cadres ou parce que, voilà, ta famille, c'est ta famille et ton contrat, c'est, non, il y a vraiment quelque chose de fort. Et du coup, j'essaie de baser ma vie et mon sport et ma médiatisation aussi par rapport à ça. Je cherche pas à vendre du rêve, et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux ou autres, je communique la réalité. En ce moment, j'ai eu les poumons inflammés, je l'ai dit, je cache rien à personne. J'ai pas pris de médoc. J'ai eu un peu peur de prendre des médicaments parce que je pensais que c'était dopant et tout ça. Et sur tout ça, je communique tout. Tu vois, je suis pas, je cache rien. Je cache rien et je suis humain. Voilà, je suis humain dans mon. Enfin, je cache rien dans le sport. Après, dans ma vie privée, je mets pas toute ma vie privée en avant parce que c'est pas le but non plus. Mais voilà, sportivement parlant, je suis moi-même et je me donne pas, je me suis pas créé un personnage et je me créerai jamais de personnage sur la fin de ma carrière, quoi. C'est pas l'idée. En tout cas, je peux témoigner, comme je te connais dans les coulisses des compètes, et là, on est en train d'être enregistré, que t'es le même mec exactement. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, donc je le dis, je le dis. Tant mieux. Est-ce que au fil des années, en fonction de tes hauts et tes bas, tu as vu une évolution avec les sponsors? Je suppose que quand on fait une contre-perf, les sponsors sont moins intéressés, ou est-ce que toi, comme tu es dans l'humain, tu as réussi à les garder à ce Ouais, moment-là quand même? ouais. Les relations humaines dans les sponsors, c'est hyper compliqué. Très honnêtement, j'ai eu, comme tout le monde, t'as un enfant, t'es matrixé par la communication et la pub. T'as Nike. J'ai eu Nike de 2015 à 2017. T'es harcelé, enfin, c'est pas harcelé. T'es bombardé de produits, de textiles, de chaussures, de pointe. Alors, t'as tout ce qu'il te faut, t'as ton contrat financier, mais t'es un pion parmi une aventure qui n'est même pas humaine du tout. T'as aucune considération. J'ai eu ces 3 ans, je les ai pris, je regrette pas parce que ça a été une expérience humaine aussi de les avoir. J'ai fait une ou deux belles connaissances aussi grâce à ce partenariat-là. Et d'ailleurs, il faut que je réécrive à une de ces personnes qui est dans les bureaux et qui m'envoyait la dotation, pour pas la citer, Valérie, avec qui j'ai eu un très très bon feeling et avec qui je m'entends très bien encore aujourd'hui. Et après, le reste, enfin voilà, la gestion du partenariat, il y avait aucune relation humaine, il y avait rien. Et du coup, quand ça s'est terminé, j'étais triste parce que voilà. Mais finalement, on m'avait envoyé du rêve sur des contrats et des propales verbales qui n'ont jamais été faites par écrit. Et quand je vois ce que c'est aujourd'hui, la démesure et les gens qui sont pris, qui sont jetés dans tous les sens, et ce qui m'a fait l'événement qui m'a le plus marqué, c'est Allyson Felix, Ouais. qui était une icône de Nike depuis des années et qui a été virée d'une manière plus que voilà, exécrable. Je me dis que c'est, voilà, pour pas les citer, enfin, pour le coup, si, ça a été bon à prendre. Je crache pas dessus parce que je les ai eus, mais voilà, la considération, elle est catastrophique. Après, j'ai eu une très très belle aventure qui a été compliquée à gérer sur la fin avec Adidas, parce qu'il y a une équipe là, ils sont en train de remettre une équipe en place de vraiment de gens passionnés, et il y a vraiment une relation humaine qui se crée avec Adèle, Christophe. Là, il y a toute une équipe qui est en France, qui est en train d'être conséquente, avec une vraie relation et un vrai suivi tout au long de l'année. Quand tu es blessé, quand tu es en compète, en pré-compète, on te demande des nouvelles et il y a un vrai suivi. Je trouve ça vraiment bien. Il y a une équipe qui est en train de se mettre en place avec des rassemblements et tout ça, c'est chouette. Et du coup, quand j'ai eu, moi, la fin de ma blessure en 2021, et du coup, j'ai pas fait de saison 2021, je pensais qu'Adidas n'allait pas me reconduire dans ce projet qui était le marathon, parce que du coup c'était une aventure, ouais, sur lequel en gros ils avaient déjà plusieurs sportifs de haut niveau. Enfin, c'était compliqué. J'ai pris les avants et je me suis dit je vais aller voir d'autres marques, et j'avais un copain qui travaillait chez Kiprun, et du coup je lui ai demandé, j'ai eu le relationnel avec Kiprun. Mais tout ça pour te dire que tout au long de ma carrière, j'ai jamais fait matcher une marque parce que je suis resté dans l'humain. À chaque fois qu'on m'a fait une proposition, j'ai pris cette proposition et j'ai jamais dit à Zix d'aller voir Nike pour faire la comparatif Nike, Adidas, etc. J'ai jamais fait ça. Et là, finalement, j'ai eu un matching qui s'est fait sans que je le souhaite, parce qu'Adidas étant dans l'humain, ils se sont dit, bah, écoute, tu as une saison compliquée, mais on va continuer à t'accompagner dans ton projet de Paris 2024 sur une nouvelle épreuve. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on va tenter l'aventure. Et la Kiprun qui me fait une propale en étant blessé. Je me souviens, j'arrive dans les bureaux, j'avais fait la PRP il y a quelques temps, je peux pas encore courir. Je teste les chaussures, je teste les prototypes, mais je leur dis, mais je les teste, mais je marche, mais je peux pas courir, j'ai encore mal. Et qui me fait une proposition suite à ça, sachant que le mec, il est blessé, il peut pas courir, et il te décide de t'accompagner sur 3 ans sur le marathon. Donc là, pour moi, l'humain, dans les deux cas de figure, il a été mis au centre du projet
avant la performance sportive pure et dure. Et là, j'ai eu un choix à faire en fin d'année qui a été assez draconien et qui a été assez compliqué. Et franchement, j'étais pas bien. J'ai eu cette orientation à prendre et ça a été difficile. Et pour le coup, donc ta question, j'ai répondu enfin, d'une manière assez élargie. Il y a des équipes qui sont en train de se mettre en place là. Avec ce que je vis avec Keep Run, c'est juste monstrueux parce que je te dis, c'est des passionnés avant tout, des gens investis. Et donc, je me sens vraiment dans une famille et une équipe voilà, de collaborateurs qui ont envie d'accompagner la performance. Et à côté de ça, il y a Adidas qui est déjà encore dans le game et qui crée aussi cette team-là et qui est en train d'arriver dans le bon sens voilà, sur l'esprit de famille et tout. Après, ça reste du business avant toute chose. Faut pas se voiler la face. Donc, quand je dis Nike, etc., c'est du business. Mais ça n'empêche pas d'enlever, voilà, d'avoir une relation humaine avant toute chose. Et ça, pour le coup, voilà, j'ai évolué dans ce sens-là, mais j'ai mis l'humain au cœur de mon projet, de tous mes contrats et dans toute ma vie. Et aujourd'hui, il n'y a pas un partenariat que j'ai sans avoir rencontré ou le PDG ou les collaborateurs ou des gens. C'est que des produits ou des choses que j'ai testées en amont, sur lesquels j'ai bonne conscience et avec des gens avec qui j'ai un bon feeling. Je ne vais pas signer un contrat parce que on me propose, je peux pas te montrer, mais sur Insta, on me propose des collaborations pour mettre des publications pour du beurre de cacahuète ou des têtes d'oreiller, des trucs comme ça. Je vais pas te mentir, hein, j'ai des propositions aujourd'hui, c'est complètement absurde, je trouve ça délirant. On me propose des fois 1 500 € pour mettre une story, deux stories et un post Facebook pour promouvoir un truc que tu n'utilises pas, que tu n'as jamais vu et que tu connais pas. Le monde part dans une folie de communication, c'est incroyable. Et ça, je refuse de faire tout ça. Tu as vite fait de tenter d'être pris dans cette communication-là et dans ce cercle vicieux. Seulement, je suis pas un influenceur. Et comme je te dis, moi, j'ai l'humain avant toute chose. Et je préfère voilà, verrouiller les choses, être bien avec les gens avec qui je signe. Et que si je fais une saison blanche ou une belle saison, ben, qu'on soit là dans les bons ou les mauvais moments. Et c'est ce que je demande à tous les collaborateurs avec lesquels je fais des partenariats. C'est que, OK, quand je brille, on fait des publications, des choses, des trucs sympas. Mais là, tu le vois, des cas, je sais pas si tu as vu la vidéo. Ils sont venus à Londres, ils ont sorti un film enfin, qui me fait pleurer encore une fois quand je le vois. Ça a été l'une des pires défaillances, je pense, dans ma carrière. Et ils ont sorti un film quand même sur ça. Et finalement, ce film-là me redonne aussi de la motivation. Tu vois, c'est juste. Mais voilà, le nombre de messages que j'ai reçus après cette contre-perf, je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de marques qui m'auraient envoyé autant de messages. Et c'est pour ça que je suis content de ne pas m'être planté. Je trouve que c'est une belle relation en fait. T'entretiens des choses et puis finalement tu développes en plus les produits parce qu'avec eux je fais du développement produit. Donc c'est humainement parlant, psychologiquement parlant, enfin et voilà en termes voilà d'expérience humaine c'est juste fou. Donc en gros voilà j'ai été super loin dans ta question de est-ce que voilà comment j'évolue avec les partenariats etc. Donc c'est vaste, mais finalement, c'est pour dire que l'humain, finalement, est au cœur de tous mes projets et de toute cette passion qui m'anime. Là, tu parlais du développement produit avec Keyprune. Concrètement, quel type de feedback tu peux leur donner? En gros, il y a une chaussure qui va sortir en toute taille là, en février pour les testeurs et tout ça, et qui sera peut-être en magasin en fin d'année ou en 2024. En gros, cette chaussure, on m'a donné, entre guillemets, carte blanche avec les ingénieurs. Ils m'ont envoyé je veux pas te la montrer. Je sais pas si je le droit de la montrer. J'aimerais bien quand même. Je veux pas En t'attirer gros, il des m'a envoyé ennuis. plein de je suis allé à Lille, j'ai vu, je crois, 12 ou 13 tissus différents. Dans les 12 ou 13 tissus, pour ce qu'on appelle la tige, le mèche voilà, du dessus de la chaussure, j'ai dû en choisir 2 ou 3. Dans ces 2 ou 3, après, ils ont fait des tests en labo, etc. J'ai fait des tests avec. On a vu s'ils étaient plus ou moins solides. On en a retenu un pour voilà, la finalité. Des géométries de mousse, des formes de plaques carbone, des épaisseurs de mousse, enfin, tout un tas de choses en fait. Et cette chaussure qui sortira prochainement, ben, c'est en gros, je l'ai 100% développée. J'ai eu le choix de plein de mousses, plein de géométries, de plein de positions de plaques, de la tige, etc. Et donc ça a été fait en collaboration voilà, avec une équipe d'ingénieurs hyper réactifs et passionnés. Je l'ai dit l'an dernier, mais j'ai un modèle. Voilà, c'est encore un proto. C'était un proto qui a été fait l'an dernier. C'est en gros la chaussure carbone qui est aujourd'hui en magasin. C'est cette chaussure-là avec la plaque carbone qui est dedans. Mmh. Je l'ai testé sur le semi à Séville et je disais à l'ingénieur le soir du semi de Séville, je lui dis je la trouve super bien la chaussure et tout, je me sens bien avec, seulement je pense il y a un peu trop de mousse sous la peau névreuse pour avoir un peu plus de dynamisme. Je pense qu'il faudrait voilà voir pour modifier ça. 1 heure après, je reçois une photo, il avait pris un cutter, il avait découpé la semelle de la chaussure et il m'a envoyé, il me dit ça comme ça, tu penses que ça serait
voilà, te montrer la réactivité. C'était un dimanche soir et il a été dans son garage bidouiller un truc juste, voilà, pour donner une idée. Après, ça s'est fait en labo et tout, mais voilà, te montrer l'esprit, les gens passionnés qui sont derrière toute cette équipe-là et finalement, qu'il y a une marque qui a rien à envier aux grandes marques, quand je dis grandes marques, qui sont actuellement développées au top du marché, parce que là, ils sortent des produits qui sont vraiment dans l'air du temps et qui vont matcher très fort en rapport qualité-prix assez conséquent. Donc, Mhm. moi, je suis hyper fier de faire partie de ce développement-là parce que tu es pris en considération, ton avis est pris en considération. Et du coup, c'est bien parce que voilà, il y a ton avis qui est pris. Là, elle va être sortie, la chaussure, je te dis, sur laquelle j'ai travaillé en toute taille. Et les toutes tailles, les testeurs, tout ça, ils vont tester les chaussures et eux, ils vont dire ce qu'ils en pensent et tout. Et tous ces avis croisés vont faire qu'à la fin, il y aura un produit fini qui sera adapté à tous. Mhm. Et ça, c'est pas que Johan Koval qui décide à 100%. Il faut enlever le zip là, il faut mettre ce lacet ou voilà, sur une chaussure. C'est vraiment des avis croisés qui font que, ouais, c'est une très très belle expérience. Cool, cool. J'ai bientôt terminé. Pour préparer l'interview, je suis allée voir ta chaîne YouTube et j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants sur ta chaîne YouTube. Dans un vlog que tu as fait au Kenya, tu dis que tu avais mal dormi avant une séance de résistance parce que tu n'aimais pas ces séances-là. Et donc, je voulais savoir si parfois tu gambergeais même avant certaines séances quand tu sais que vraiment tu vas souffrir. Ça t'arrive encore maintenant? Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est bon. Quand tu sais que ça t'anime et que le doute de la séance, c'est incroyable. Ouais, c'est quand tu sais que tu dois lever le tôt le matin pour aller faire une séance un peu spécifique, un peu repère ou autre. Mais comme je te dis, sur le marathon de Londres, j'ai eu mal au ventre, etc. Et j'ai été obligé de m'arrêter aux toilettes. Ma séance test de 2 fois 10 000, là, qui avait été sortie sur le site de la Fédé, 2 fois 10 kilomètres à 3 semaines du marathon, je me suis mis en configuration marathon. Je me suis levé 3 heures avant, j'ai pris mon gâteau sport, j'ai pris etc. Et ce jour-là, j'ai eu un peu justement le stress et tout, et j'avais eu un peu la douleur dans le ventre. Bon, je m'étais pas arrêté ni rien, mais je m'étais vraiment mis en mode compétition. Et même si la séance, je l'avais maîtrisée, je m'étais pas mis à fond sur la séance, mais je m'étais préparé, conditionné à faire une séance en mode compète. Et du coup, bah, la veille, t'as un peu la boule au ventre, tu dors pas super bien. Le matin, tu te réveilles, t'es tout seul dans ton truc, enfin voilà, j'étais dans la bonne dynamique et ça, j'aime bien me mettre comme ça à l'entraînement. En fait, c'est se conditionner pour pas arriver sur l'événement le jour J en étant tout affolé parce que t'as pas préparé. Et comme je te dis, dans cette préparation marathon, j'ai été minutieux sur tout. Et du coup, de se mettre en confiance et de préparer ces séances-là d'une manière un peu conséquente, ben pour moi, c'est important. Pareil, j'avais fait un 10 000 à Fourmeux derrière le vélo. Mon coach était venu et tout. D'ailleurs, un 10 000 monstrueux qui était trop fort pour la prépa où j'ai fait 29-26 en altitude derrière le vélo. Je sais que je m'étais mis bien en stress avant. Je savais pas si ça allait bien se passer. J'ai fait bien régler mon coach avec le vélo avant pour qu'il soit bien au tempo. J'ai fait enfin, une ligne droite plus 200 mètres vraiment pour maîtriser l'allure aussi. Enfin, tu vois, j'ai voulu me rassurer avant le 10 000. Mais voilà, ça montre encore une fois que j'aime ça aussi parce que quand tu Ouais. as cette boule au ventre, c'est que tu aimes ça et que tu as envie de réussir. Et quand tu as envie de réussir, c'est plus que motivant. C'est clair. Il y a aussi sur ta chaîne YouTube une playlist avec des vidéos dans lesquelles tu poses des questions running à plusieurs invités. Je ne sais pas si toi, tu as déjà répondu à ces questions, parce que je voulais t'en poser certaines. Par exemple, tu leur demandes... Non, alors, je les ai pas toutes choisies, mais certaines. On va commencer un peu plus léger. Bière ou eau gazeuse? j'aime pas la bière, donc l'eau gazeuse. D'ailleurs, la bouteille qui est là, c'est de l'eau gazeuse, donc ça tombe bien. Ok. Crédible. Pas tout riz. J'aime bien les pâtes, mais la veille de course et juste, ouais, avant les séances, je préfère le riz. Je trouve que ça se Ok. digère mieux et voilà. Et souvent, on parle d'intolérance au gluten, etc. Bon, il y a un phénomène de mode aussi, mais c'est vrai que pour pas prendre de risque, je pars sur du riz. Ok. Fartlek ou séance sur piste? Ah, là, c'est dur. Ah, j'aime trop les deux. En fait, ouais, le fartlek, tu peux vraiment te oublier un peu tout et te laisser aller. La séance sur piste, tu dois être vraiment concentré. Donc, c'est deux travails qui sont quand même différents finalement, mais qui apportent les mêmes sensations de bien-être à la fin quand tu as une séance accomplie, aboutie. Mais j'aurais quand même, par rapport à l'humain, je dirais plus le fartlek parce que tu développes, même si voilà, tu développes peut-être plus de ressenti, vu que moi je travaille vachement sur ça, sur du feeling que sur du chrono à respecter pur et dur. Donc, au bout du compte, quand tu fais un petit fartlek où tu as bien réussi ton effort et que tu trouves que tu avais une belle attitude, bah, finalement, peut-être que tu allais un peu moins vite que prévu, mais au moins tu es content. Donc, ça, c'est pour le bien-être psychologique, je dirais le fartlek. Ok. Footing avec ou sans musique? Un petit peu des deux, mais majoritairement sans musique. Surtout quand tu es genre à Fourmeux, au Kenya ou autre,
profite des bruits environnants, c'est beaucoup plus agréable. Puis surtout au Kenya avec les voitures, c'est pareil, c'est danger de mort de courir sans entendre ce qui t'entoure. Ok. Run solo ou en groupe? Pareil les deux. J'ai besoin d'avoir des moments seuls. J'en ai besoin. Je sais pas, c'est pas forcément très régulier, mais c'est ce qui me motive aussi. Ce run solo où tu peux accélérer quand tu veux et où tu finis ta course contre Bekele, Mofara et Chamel Guérouge pour accélérer ton dernier mille. Ben voilà, il faut que tu sois tout seul pour faire ça. Et ça me l'a fait longtemps en étant jeune et ça me le fait encore aujourd'hui. J'aime beaucoup finir au sprint avec Kipchoge sur mes fins de run. Mental ou physique? Mental. Mental, ouais, mental. Question bonus, ton meilleur souvenir en running? En running, mon meilleur souvenir, c'est pas mon meilleur souvenir, mais une chose qui me vient en tête là, c'est que des fois sur la ligne de départ, grâce à la sophrologie, tu sais, je garde un petit peu de chaque chose que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. Des fois, on me voit souvent fermer les yeux sur la ligne de départ. En fait, pour me déconnecter de l'instant présent, l'espace de 2 ou 3 secondes, j'arrive à me projeter sur un événement de vie que j'apprécie et où je me sens bien. Et dernièrement, cet événement de vie, c'était quand ma femme est venue avec mes enfants ici au Kenya en février. Ils étaient tous les trois sur la moto et je courais à côté un footing très cool, hein, mais sur la terre rouge, ils étaient tous les trois et j'ai engrammé ce moment-là parce que j'étais dans un bien-être et c'était hyper sympa. Et du coup, j'arrive et cette saison, quand j'ai fermé les yeux plusieurs fois sur la ligne de départ, bah, j'arrivais à me revisualiser ce moment-là. Et avant ce moment-là, c'était pareil sur un autre run où j'étais à Fourmeux sur le tour du lac de Matmal avec ma femme sur le vélo. On a un vélo avec 2 portes bébés et du coup, il y a mon fils devant, ma fille derrière et mon chien qui court depuis plus de 12 ans avec moi. Et là, pareil, un footing tout cool. Et je courais avec eux et j'ai engrammé ce moment-là aussi. Et avant cette année, c'était ça mon moment, mon lieu ressource où pendant, je te dis, 2-3 secondes sur la présentation de la ligne de départ, j'arrive à me déconnecter, à me projeter dans un autre endroit et ça me fait vraiment relativiser face à l'événement. Et c'est aussi ça qui est un petit peu ma petite force de motivation avant une ligne de départ et avant une course. Et je voulais aussi rajouter une question. Est-ce que tu as un souvenir, quelque chose qui s'est passé dans le cadre d'une compétition qui n'est pas directement lié à la compétition, mais je sais pas, dans une ville que tu as visitée, dans le cadre d'un championnat, un bon souvenir dans toutes tes sélections en équipe de France? J'ai pas mal de choses, de bons souvenirs et tout, mais ce qui m'a marqué aussi, c'était cette année sur mon premier semi-marathon où je cours à Séville. J'ai fait la course à 95% seul devant parce que les groupes devant étaient trop éloignés et derrière personne voulait me relayer. Et du coup, j'ai eu cette année où j'ai pu courir tout seul. Et, euh, et je sais que j'ai écrit après à mes copains durant Carvalho Malati, là, parce qu'on a un petit groupe WhatsApp, et je leur dis, les gars, il y a eu un truc bizarre, c'est que pendant la course, j'ai pensé à autre chose que la course. Ça m'était jamais arrivé avant sur piste ou sur 10 kills. Et là, bah, je ne pourrais plus dire ce que c'était exactement, mais je sais que pendant l'effort, bah, j'ai pensé à d'autres trucs. Et donc, c'était bizarre parce que tu es en pleine compétition et tout, et en plein dépassement de soi, et tu arrives à penser à autre chose. Donc, ça m'avait bien marqué quand même sur ce semi-là. Sur le marathon, si j'ai pensé à d'autres choses, mais bon, c'était pas le même état d'esprit, donc j'ai essayé de penser à d'autres choses pour finir, mais bon, c'était pas facile. Mais voilà, ça m'avait quand même marqué ce changement entre la piste finalement où t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit, t'es focalisé sur ton placement, là où tu vas attaquer, combien de tours il reste, etc. À là où tu as 21 bornes et finalement tu as le temps de penser à pas mal de choses parce que tu es dans ta monotonie, dans ton rythme que tu maîtrises et voilà, tu peux limite visiter entre guillemets en même temps et regarder un peu les bâtiments. Et ma dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que moi j'aime de l'athlète, c'est le côté universel. Tu le sais mieux que personne parce que tu fais vraiment les disciplines de l'athlète qui sont les plus universelles de toutes. Ça, c'est ce que moi je préfère dans l'athlète. Qu'est-ce que toi tu préfères dans l'athlète? Moi, je préfère dans l'athlète le dépassement de soi. Je dis souvent que tu sois sportif professionnel, amateur ou quotidien. euh, Tu mets tes baskets, tu vas courir, quelle que soit ton allure ou ta vitesse. Il y a un moment dans ton run où tu vas créer de l'endorphine. Et ça, c'est un moment, voilà, c'est une drogue qui est venue, qui est la mienne au quotidien aujourd'hui. Et cette création d'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Et elle est amplifiée quand tu es en altitude, tu en crées beaucoup plus facilement. Et c'est quelque chose enfin voilà, je dis souvent à tout le monde, c'est le meilleur antidépresseur naturel par excellence. Tu fais de la course à pied et ça te procure un moment de bien-être. Et voilà, après, forcément, quand tu as terminé ton run, tout revient à puissance 10. Mais pendant l'espace de quelques secondes, quelques minutes, bah, tu penses plus à rien et tu es dans un bien-être général. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et pour moi, ça, c'est la plus belle des choses que tu peux avoir grâce au sport et grâce à la course à pied, d'avoir ce petit, bah, c'est son dépassement de soi à chacun son degré, mais qui te met dans un bien-être général et un moment où
où tout se passe bien et que tu oublies tout. Ouais. J'ai terminé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Si ça peut me lancer un petit coup de promo, je relance bientôt le programme d'entraînement justement que je prône pour courir en apprenant à mieux se connaître. Là. Et du coup, c'est pas pour vendre le truc parce que je suis pas dans le mode business, parce que le premier G, je l'avais verrouillé à peu de personnes pour avoir des retours et être content des retours que j'ai sur l'accompagnement des gens. Et là, je relance pareil dans une dynamique de verrouiller à l'accès à pas trop de monde parce que je veux faire un suivi. Et du coup, je prône énormément ça. Donc, si ça peut découvrir, certaines personnes accèdent à ce programme et après le partagent à d'autres et changent cette manière de travailler et montrer aux gens que voilà, on peut courir sans avoir tout un tas de technologies avec soi. C'est apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer son effort. Ça, c'est valable pour la course à pied et pour la vie de tous les jours, parce que quand tu te connais bien, t'es bien avec toi-même. Et ça, voilà, c'est une fierté que j'ai parce que j'ai énormément bossé dessus. Et du coup, le petit coup de promotion du jour, il sortira bientôt. Bon, bah, merci. Merci. Avec plaisir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Johan d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien vers le programme d'entraînement de Johan pour vous aider à progresser sur 10 km. Si l'épisode vous a plu, allez jeter un œil au feed du podcast, d'autres épisodes pourraient vous plaire. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant Athlètes Mondiaux, tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi laisser une évaluation sur Apple Podcast et faire une petite contribution via le lien également disponible dans les notes. À la semaine prochaine!